Salut les hunters et oh les cœurs. Pour ce troisième épisode de Fleuve, le podcast d'entretien de la chaîne Skull Kid, je reçois un ami de la chaîne depuis les tout débuts puisqu'il m'a encouragé par chat tweet interposé à me lancer et qu'il a recommandé la toute première chronique des Bois Perdus dans son émission. Mais si je le reçois, ce n'est pas pour envoyer quelconque ascenseur, mais bel et bien car Soft Power, l'émission qu'il présente hebdomadairement depuis un peu plus d'un an désormais, m'a réconcilié avec le format live sur Twitch. Occultant la pop culture de son regard acéré et arguant de cinglants commentaires de sa voix fluette en direct de Tokyo, j'ai le plaisir de recevoir Lex Tutor. Bonjour Lex, bienvenue dans Fleuve. Salut, avec ma voix fluette. Alors Lex, peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites ? D'accord, bon, c'est toujours un peu un exercice compliqué de se présenter. Je m'appelle Lex, je suis au Japon depuis bientôt 13 ans et a priori, sauf si la région du Kanto passe sous la flotte, comme dans le roman La submersion du Japon, je devrais y rester encore un petit moment. Voilà, je mène une double vie ici. Je travaille dans l'enseignement et l'acquisition des langues le jour et je crée des trucs sur Internet la nuit. Alors Lex, parlons choses sérieuses. Pourquoi Keanu Reeves ? D'où te vient cette obsession ? Mais en fait, je suis pas très fan de Keanu Reeves. Attends, comment dire ? Keanu Reeves, c'est un gimmick de l'émission que je tiens le vendredi. C'est un acteur qui m'a beaucoup marqué, parce que certaines des œuvres dans lesquelles il a joué de très très loin, évidemment la trilogie Matrix, c'est des œuvres qui sont arrivées dans ma vie au moment où elles se devaient d'arriver et qui ont beaucoup participé de me construire intellectuellement, mais aussi dans mon rapport à la marginalité, aux autres, etc. Keanu Reeves, il symbolise un petit peu tout ça et je suis très intéressé aussi à titre perso, j'imagine que toi aussi, par son travail de mythification de sa propre personne qui en a fait en quelques années un grand personnage d'Internet, parce que je pense que ça nous raconte là aussi beaucoup de choses de nous et un peu aussi de notre rapport à la culture américaine au passage. En dehors de ça, non, j'ai pas d'idole, j'y veille très fort. J'ai eu ma période adolescente d'idolâtrie, je m'en suis largement soigné. Alors j'évite toute rechute possible, surtout que bon, Keanu, c'est pas non plus le major de promo des cours Florent, si tu vois ce que je veux dire, donc Oui. non. Oui. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Quel est ton parcours personnel et intellectuel avant de te lancer sur YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à t'y mettre ? À l'époque de la chaîne YouTube, je pense que mon parcours personnel, il est pas spécialement intéressant sur tout ce qui peut être études, etc. Par contre, en fait, moi, j'ai pas du tout commencé à créer sur Internet avec YouTube. Là, ça fait très longtemps que je crée sur Internet. Quand j'étais beaucoup plus jeune et fringant que je le suis maintenant, j'enregistrais déjà des podcasts audio sans images avec un bon vieux micro en plastoc que j'avais récupéré dans un bundle SingStar, le jeu de karaoké de London Studio. Et il se trouve que ça faisait bien le taf à l'époque pour du podcast et ça m'a permis plus tard dans les années, je dirais 2007, 2008 peut-être, de donner de la voix à des émissions imagées cette fois-ci. Je me souviens par exemple que je tenais déjà une revue d'actu à l'époque très axée pop culture mais sans le fond politique qui m'importe beaucoup aujourd'hui. Et à ces époques-là, quand j'étais au lycée puis quand j'étais en fac de droit par la suite, j'ai fait beaucoup partie d'associations différentes ou de simples regroupements et qui m'ont permis de faire de la création, tu sais, avec d'autres gens et ça c'était vraiment cool. Je pense que j'en ai pas mal oublié, mais il y a un exemple que je peux te donner, c'est en 2008, il y a un pote en France qui a lancé une association qui s'appelait Ice-Ski. Je pense que vous avez la page Wikipédia, vous pourrez aller vérifier, une association que j'ai rejoint assez tôt et qui avait pour objet de promouvoir la musique japonaise en France, dans l'Hexagone, via une web radio. Alors je passe un peu les détails, ça se faisait via un service qui s'appelait Radionomie, je sais pas si ça existe encore, mais très concrètement, ça voulait dire à l'époque, et ça veut dire encore pas mal aujourd'hui, de diffuser énormément de musique japonaise sur lesquelles on n'a pas les droits, et on n'avait pas les droits. Et déjà à ce moment-là, tous les dimanches et pendant les conventions type Epitanime, on tenait une émission live ou simili live et on traitait de culture japonaise. Aeski, c'est devenu AZN Radio, c'est devenu Japan FM, et puis ça a donné naissance à KFM, une web radio 100% K-pop. Et à chaque fois, sur toutes ces radios, il y avait de plus en plus d'émissions présentées, animées. J'organisais des soirées à thème, des soirées musicales ou non. Bref, pas mal de bons souvenirs de ce côté-là, a fortiori que ces radios, elles étaient très écoutées. Faut se dire qu'on était grosso modo les premiers à être aussi actifs sur ces questions-là, même s'il y avait eu No Life TV en parallèle qui diffusait des clips de J-Music. Mais
mais on profitait de l'engouement sur Facebook, etc. Puis ça m'a permis de tester pas mal de choses que j'aimais faire, que d'autres que j'aimais moins faire. J'ai appris que j'aimais beaucoup le travail du texte pour les émissions, le fait de trouver des formules, de faire rire tout en participant, de faire passer des infos. J'ai appris que j'aimais moins, par exemple, les émissions très peu préparées, qui jouent sur des anecdotes, des opinions à chaud. Pas que j'aime pas en écouter, mais je me sens moins à l'aise dans l'exercice, au moins aussi peu à l'aise que de faire une interview de ma personne. Bref, tout ça pour dire que ouais, ça fait pas mal de temps que je fais des trucs sur Internet. Est-ce que tu veux que je parle plus en détail de YouTube, de la période YouTube? Je sais pas. Bah, comme tu le souhaites, parce que moi, je t'ai connu, comme beaucoup de monde, à la base, avec ta chaîne YouTube, il y a 6 ans, je crois. Et, Ouais. enfin, qui s'est arrêté il y a 6 ans, mais qui devait commencer encore un peu avant. Mais je savais pas qu'il y avait toute une construction avant de programme. Je crois que tu t'appelais même pas Lex Tutor à l'époque. Ouais, je m'appelais pas Lex Tutor et c'est pour ça que, en fait, alors maintenant, probablement que la plupart des gens me connaissent sous le pseudonyme Lex Tutor, mais j'ai beaucoup travaillé sous le pseudonyme Nonia et j'ai encore beaucoup de gens qui m'appellent comme ça parce que ça vient de ces années-là. Mais c'est pour ça que YouTube, ouais, c'est une partie de ma création sur Internet, mais moi, comment dire, dans ma tête, c'est pas un espace gigantesque. Lex Tutor, c'est un projet un peu à part dans tout ce que j'ai pu proposer sur Internet jusqu'à maintenant. C'est un pur projet de vulgarisation juridique à une époque où il y a toute cette vague de vulgarisateurs et de vulgarisatrices en ligne qui commence à se développer sur Internet. Il y a Ben de Nota Bene qui vient de se lancer, il y a Montée de Linguistica qui va aussi, il y a Bruce Di Pensée qui était là un tout petit peu avant. Il y a des collectifs autour de la vulgarisation qui commencent de se constituer, comme la Vidéothèque d'Alexandrie. Moi, je trouvais ces formats plutôt cool. J'avais l'impression, en tout cas, d'y apprendre des trucs, en tout cas au début. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, Et je sortais de bien trop longues études de droit. J'avais besoin de sortir de la prison mentale dans laquelle j'étais à cause du taf que je faisais à l'époque. Et je me suis lancé dans des vidéos de vulgarisation de droit sans trop réfléchir au format en vrai. Ça se voit beaucoup sur les premières vidéos. Et des vidéos de vulgarisation de droit tout en gardant un lien avec la pop culture, puisque je me servais beaucoup d'exemples pop culturels pour déclencher des situations juridiques, pour illustrer la matière infiniment complexe qu'est le droit. Avec du recul, c'était une chouette expérience, mais pour tout un tas de raisons, je me serais pas vu faire ça encore très longtemps, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que la chaîne est en pause de longue durée. Parce que sur la fin, tu t'es quand même renouvelé en proposant le format réflexion, qui était plus des essais vidéo tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Ouais, mais en fait, je pense que de toute façon, Lex Tutor, c'est une toute petite chaîne. Pas forcément en nombre d'abonnés, parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un coup de pouce de la Vidéothèque d'Alexandrie au début. J'ai eu un coup de pouce de Poisson Fécond assez rapidement, qui m'a triplé mon nombre d'abonnés très très vite. Et ouais, j'étais la première chaîne il a recommandé sur la sienne, donc ça m'a fait passer de, je sais pas, 15 000 à 45 000, un truc comme ça. Donc ça m'a beaucoup aidé. Par contre, si on regarde la liste de vidéos, on voit que j'ai un nouveau format à peu près toutes les 2 vidéos, parce que je me cherchais, parce que le format de vulgarisation me plaisait pas tant que ça. Et puis moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire de la vulgarisation. Je voulais faire une forme d'éducation populaire. C'est plus tard que j'en suis un petit peu revenu. Et c'est pour ça que le format réflexion que j'avais testé, où je me balade en noir et blanc dans Tokyo, participe un petit peu de ça. Qui est une forme d'essai vidéo à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'essais vidéo. C'est pour ça que je me cherche un petit peu aussi. J'avais pas beaucoup de référents, mais ouais, je suis assez content je pense que c'est la vidéo dont je suis encore aujourd'hui un peu content, même si le contenu, je le changerais du tout. Je pense que dans la forme, il y avait quelque chose d'intéressant, ouais. Les autres, non, je les regarderai plus aujourd'hui, je pense. Les premières vidéos, c'est toujours compliqué, oui. Ah, je sais pas, toi, t'en es où par rapport à tes premières vidéos? Moi, je pourrais faire un super travail que je dirais que c'est de la merde, donc ça c'est spécial. Mais en même temps, je vais régulièrement revoir mes anciennes vidéos pour voir les erreurs et pour voir... et puis aussi un peu pour vérifier s'il faut les mettre en privé de honte. En général, je les regarde et je me dis non, c'est bon, ça va. Ouais, c'est bien et t'as raison de faire ça. Mais par exemple, si je regarde ta chaîne, on voit bien que, on va dire toutes les 2-3 vidéos, tu testes un nouveau format, tu vas inviter des gens, tu fais une matinale pop culture, tu testes des trucs, quoi. Donc ouais, il y a un peu de ça, ça fait partie du jeu un petit peu aussi, quoi. Pareil, je peux me permettre de tester parce que j'ai moins d'abonnés, enfin, j'en ai moins de 200, quoi, donc c'est pour le moment. Donc c'est ça, je peux me permettre de tester les trucs sans qu'on me dise... je te souhaite de continuer de tester, même quand on aura 200 000, quoi. Bah oui. Quel est ton regard sur ce que l'environnement de la création web francophone est devenu depuis que tu t'es lancé, en fait? Il a beaucoup changé. Oh, bah c'était mieux avant.
C'était mieux. Ouais, c'est un discours qu'on entend beaucoup là ces derniers mois. Je sais pas pourquoi. Bon, en vrai, c'est pas que ces derniers mois, mais je sais pas là depuis, allez, on va dire 1 ou 2 mois, il y a beaucoup d'émissions chez des gens très influents du YouTube francophone qui vont dire que c'était mieux avant et que il y a. En fait, j'ai pas de regard à donner sur la création francophone. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, je connais pas toutes les plateformes et je vois bien qu'il y a un glissement, qu'il y a beaucoup de nouvelles créations, beaucoup de nouvelles choses qui se font sur tout un tas d'autres plateformes que YouTube. Là, ça fait 1 an que je fais du streaming sur Twitch, mais la vérité, c'est qu'il y a tout petit peu plus d'1 an, j'allais pas du tout sur Twitch. Je savais pas ce que c'était, je voyais pas ce que les gens y faisaient et je vois des trucs extraordinaires. Je vois des gens qui font des lives de 8 heures avec de la création. Ils font des trucs en live, des musiques en live, ils peignent des trucs, ils créent des nouveaux formats. Et puis, maintenant que Twitch est un petit peu, c'est pas que ça sclérose, mais on commence à voir des patterns, on commence à connaître des formats, on commence à voir des visages qui reviennent particulièrement souvent. Et je vois qu'il y a tout un tas de nouvelles créations, de nouvelles choses, de nouvelles idées qui vont se passer sur TikTok et puis sur tout un tas d'autres applications que je connais pas et que je prendrais énormément de plaisir à découvrir, quoi. Donc non, je serais pas du tout dans un discours alarmant de YouTube c'était mieux avant, maintenant tout est fini, etc. Et encore là, je mélange volontairement YouTube et d'autres applications. Pour seulement YouTube, c'est pareil, j'en sais rien, il y a tellement de chaînes. Quand j'entends que maintenant il y a plus de nerds ou plus de choses très spécialisées sur YouTube, vous vous trompez les gens, vous vous trompez. Il y a tellement de chaînes, tellement de créateurs, tellement de créatrices. Alors oui, évidemment, oui, il y a des gens qui prennent énormément de place, mais je constate quand même que les gens qui se plaignent du manque d'initiative sur YouTube sont ces mêmes personnes qui participent de bloquer la visibilité de ces petits créateurs et de ces petites créatrices de contenu, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Dis-moi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que je vois à quelle vidéo, à quelle émission tu fais référence quand tu dis ça. Mais c'est vrai que dire qu'il y a plus de nerds, en fait, il y a beaucoup de niches sur YouTube. Il y a beaucoup de niches différentes. Et il y a des niches qui deviennent plus influentes que d'autres. Fut un temps, c'était la vulgarisation, dont tu as fait partie un peu à défaut, de ce que j'ai compris. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Les vidéos de vulgarisation, ça se fait très peu. Ouais, alors peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a une espèce de nostalgie du do-it-yourself sur YouTube, avec des petits moyens, parce que maintenant il faut tout de suite des Alexa 65 pour aller faire un vlog, mais ce do-it-yourself, en fait, on le retrouve sur tout un tas d'autres plateformes. Donc, si les gens sont vraiment attachés à ça, ils peuvent aller ailleurs. Ils sont pas obligés de rester sur YouTube. C'est pas si grave. On peut trouver tout à son compte partout, quoi. Mais en fait, on peut en parler un tout petit peu si tu veux. Ça, tu sais que ça fait des années que j'aspire à bosser sur une vidéo essai au sujet de la vulgarisation ou de la médiation scientifique telle qu'elle est pratiquée et notamment en France. Bon, je désespère pas de la sortir un jour, mais je veux pas la faire tout seul. C'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de temps parce que la personne avec qui je veux le faire est très occupée. Mais oui, j'ai un rapport un peu contrasté à la vulgarisation. Pendant des années, je la voyais comme quelque chose de très important et quelque part, elle l'est évidemment. Mais je crois que je lui prêtais un pouvoir politique qu'elle n'a pas. Encore une fois, je précise pour celles et ceux dont je vais hérisser les poils que je parle bien, déjà je parle en mon nom, mais aussi je parle de la vulgarisation telle qu'elle est mise en place dans le réel aujourd'hui sur Internet et un peu plus largement dans les médias. Pas de la vulgarisation comme, je sais pas moi, objet de pensée, idée pure, etc. Telle qu'elle est appliquée aujourd'hui dans la vraie vie des vrais gens sur Internet, dans les médias, etc. Et à ce titre, les questions qui m'obsèdent et que je regrette de ne pas m'être posées plus tôt quand je me suis lancé dans l'exercice, c'est qui fait de la vulgarisation, comment il ou elle en font, quelle matière est vulgarisée, quels aspects de cette matière le sont, quelles matières ne sont pas vulgarisées, qui regarde de la vulgarisation aujourd'hui, qui en parle, qui la met en lumière, qui la met en avant dans les médias, etc. etc. Et il me semble, mais j'ai besoin de temps encore pour affiner mes réflexions à ce sujet, que quand on cherche à répondre à toutes ces questions, on commence à avoir des lignes assez claires à apparaître et qui nous permettent, je crois, de distinguer la vulgarisation d'un côté et l'éducation populaire à laquelle j'aspirais moi personnellement de l'autre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est compliqué de se positionner par rapport à la vulgarisation parce que, évidemment, La voilà, vulgarisation, on va pas dire moi, de. j'ai un avis mitigé au sujet des vidéos de vulgarisation qui sont, quand c'est juste des anecdotes très spécifiques, c'est juste un côté très spécifique d'une discipline scientifique et qu'au final on n'apprend pas tant que ça, quoi. C'est souvent, enfin, je parle des vulgarisations, des vidéos de vulgarisation qu'il y avait sur YouTube en 2015 par exemple. À toi, qui as dû en mater comme moi pas mal, il te reste beaucoup de choses de ces vidéos de vulgarisation? Ah non, pas tellement, quoi. Enfin, ça.
ça ouvre une perspective, mais ça souvent ça se limite à ça, quoi. En fait, On peut se voir je me trompe. limité par le vulgarisateur, quoi. En fait, je me trompe peut-être, mais je constate que si on a appris des choses au contact de la vulgarisation, c'est toujours un petit peu des choses incidentes. Par exemple, on peut penser à toute la sphère YouTube de la zététique, Oui. où il va y avoir tout un tas de vidéos sur tout un tas de sujets. Et en fait, ce qui ressort majoritairement dans les conversations, sur les réseaux, etc., ça va être peut-être la nécessité de l'éducation à l'esprit critique qui va ressortir comme idée souvent assez dominante. Ça va être potentiellement les biais ou quelques sophismes. Et ça va être un rapport plus général à l'information et à la méthode scientifique qui, à force de répétition dans toutes les vidéos, sur toutes les chaînes de zététique, va finir par un petit peu rentrer. Mais le contenu même de ces vidéos de vulgarisation, c'est quand même, c'est des questions qui sont très complexes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça rentre? Est-ce qu'on observe des effets? La vulgarisation a une apparence de neutralité, et du coup, on ne se méfie pas tellement de qui nous parle. Ah bah ça, c'est un des cœurs. Bien sûr, c'est un des cœurs du problème que j'ai avec la vulgarisation. Ouais. C'est des questions que je me suis posées trop tard, mais oui. C'est ça, parfois, faut savoir qui nous parle, quoi. Faut savoir d'où vient celui qui parle. Oui. Est-ce que tu considères ton travail comme militant? Oui. Je sais pas si tu veux que je développe, mais oui, absolument. Mais si tu veux, on en parle plus en détail quand on parlera de soft power. En tout cas, je le considère militant désormais et je le considérais malheureusement pas comme militant avant. Bah, on peut parler de soft power. C'était quoi ton projet vraiment, au-delà de faire de la simple actualité? Tu avais un projet vraiment réfléchi pour lancer soft power. Ah, d'abord, toi qui en es régulièrement auditeur, comment tu définirais l'émission? Alors, comment je définirais à quelqu'un qui connaît pas, par exemple? Bah, je pourrais dire, ça parle de l'actualité culturelle, mais en même temps, ça parle dans un angle. Bah, c'est ce que tu dis un peu au début de chaque émission. Ça va dans un angle qui favorise les conditions de production et de diffusion, qui favorise pas seulement l'art pour l'art, on va dire. Bah, tu vois, je suis un peu d'accord avec ça parce que pour moi, soft power, donc pour les gens qui écoutent et qui connaissent pas, c'est une forme d'émission qui dure 2 heures, une espèce de matinale. Pour moi, soft power, c'est un peu un mensonge, justement. C'est même mieux que ça, c'est un cheval de Troie. Je la présente comme une matinale, une revue d'actualité pop culture de la semaine passée, mais je dirais bien qu'un tiers des sujets chaque semaine dont je parle, c'est pas de la pop culture, et deux, c'est pas vraiment non plus une revue, hein, puisque le traitement d'une seule actualité, bah, elle peut durer 5, 10, 15, 20 minutes. Et en fait, je pense que ce serait plus juste de définir l'émission comme une succession d'éditos qui prennent appui sur différentes actualités en lien avec la culture et des questions de soft power. Le tout dans une émission que je veux être de la formule, une émission un petit peu punchy, dans laquelle j'essaie, dans la mesure du possible, de surprendre, hein, soit par l'angle, soit par les vannes, soit par les deux. Ça, c'est mon petit plaisir perso, mais surtout avec une triple ligne éditoriale claire. En tout cas, elle est claire dans ma tête, et en tout cas, j'essaie. Reconnecter toutes ces questions culturelles, toutes ces news, industries, toutes ces œuvres au monde, au contexte socio-économico, historico, politique, tout ce que tu veux, auxquelles elles appartiennent, les relier aux dispositifs auxquels elles sont tenues. 2, remettre la lumière sur celles et ceux qui font cette culture, et a fortiori cette pop culture, hein, pour mettre le doigt sur les rapports de force qui égrènent les différentes industries. Et 3, parler le plus possible de Keanu Reeves, de Jean-Claude Van Damme, de films indiens, parce que je tiens à avoir aussi cette ligne de prendre entièrement une œuvre, autant pour ce qu'elle évoque en moi, hein, de ce que ma rencontre avec elle me raconte d'elle, de moi, que de ses conditions de production, de diffusion, de réception, qui disent énormément du monde qui nous entoure. Bon, tout ça, évidemment, c'est des très grands mots, hein. C'est une émission qui est tout à fait confidentielle, elle est encore très peu écoutée, etc. Et sans doute que j'arrive pas à faire 20% de ce que j'aimerais faire que l'émission soit, mais moi, ça me plaît bien en l'état et je travaille toujours à faire mieux et à me rapprocher de mon idéal. Et c'est pour ça que je disais un cheval de Troie, hein, dans le sens où je la présente encore aujourd'hui comme une matinale d'actualité pop culture, alors qu'il me semble qu'au bout de la ligne, la ligne est au moins un petit peu différente, quoi. Et toi, tiens, on va te retourner un petit peu la question, c'est-à-dire, est-ce que tu Oui. considères ton travail comme militant? Sachant que tu as une partie aussi de matinale pop culture, mais au-delà de ça, Ouais. c'est pas ça, c'est les autres émissions, c'est les bois perdus, tout ça. C'est difficile d'être neutre, et que moi, j'assume de pas être neutre. C'est surtout ça. J'assume d'être orienté politiquement. Et quand je fais des essais vidéo, je sais que de toute façon, en tous les cas, c'est dans le terme, quoi. Essai,
on assume la subjectivité de celui qui présente. Et de toute façon, je sais que même si je vais pas faire des vidéos ouvertement, enfin pour le moment, ouvertement 100% politique, on pourrait dire, j'introduis des idées dans un dispositif culturel. Donc c'est un peu une bataille culturelle, quoi, dans un YouTube qui devient de plus en plus... la niche YouTube d'extrême droite, elle devient de plus en plus populaire. Et du coup, j'essaye de lutter contre ça, ne serait-ce qu'en faisant du travail de qualité qui vient d'autre part que de youtubeurs fascistes, quoi. Donc sur le fond, tu considères quand même tes émissions comme pleinement politiques, quoi. Oui, bah ça, c'est un objet culturel dans tous les cas. Et j'essaye de faire pencher la balance à mon humble échelle vers un côté qui me conviendrait mieux, quoi. D'accord. Bon, on va sur une ligne similaire, hein. Ouais, on est sur une ligne similaire. On dit que les créateurs web, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent ce qu'ils auraient aimé voir et qu'ils ne voient pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a un problème dans la manière dont on parle de culture dans la plupart des médias, soit les médias entre guillemets légitimes ou sur Internet? Oui. Et d'abord, il va falloir définir ce qu'on entend par culture. Quand tu parles de culture, à quoi tu fermes le terme? Déjà, on peut parler de tout ce qui est vraiment considéré comme artistique, et puis même au-delà de ça, tout ce qui fait le divertissement, tout ce qui fait ce qui nous entoure, ce que l'on consomme, les médias, quoi, ce que les Anglais appellent que les anglophones appellent les médias. Donc, quand ils parlent de médias, ils n'ont pas exactement le même sens que nous. Ils parlent de tout ce qu'ils peuvent regarder, lire. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, de ce côté-là, je me suis jamais caché que je pensais qu'il y avait un large problème dans la façon dont on parlait aujourd'hui culture dans les médias. Alors, encore plus pour les médias télévisuels, bien sûr, mais aussi sur Internet. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de créateurs et de créatrices de contenu, donc je connais pas tout, etc. Mais on va parler des plus influents. Si on prend des domaines très restreints, comme le YouTube Cinéma, comme le BookTube, comme ça s'appelait avant, je sais pas si on dit encore comme ça, pour tout ce qui est YouTube littérature, etc. Oui, parce que c'est un peu ce que disait Philippe de la chaîne Map, avec qui on discutait un petit peu de ce sujet-là, c'est-à-dire Philippe d'ailleurs qu'il faudrait que tu invites aussi, parce qu'il y a plein de choses à lui faire cracher, je crois. Mais c'est un petit peu ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de parler de ces œuvres-là, de cette culture en général. On peut parler du message, des thématiques qui sont contenues dans une œuvre, etc., etc. Et je suis un peu d'accord avec lui pour dire que on s'en fiche un petit peu. En tout cas, lui s'en fiche et moi aussi. On va restreindre comme ça. Et puis, il y a la façon aussi de reconnecter ces œuvres au monde. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, manque largement sur YouTube. Pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui le font très bien. Je pense que la chaîne Bolshevik, de manière générale, le fait très bien. Je pense que Arcani Corvo, sur sa chaîne Kaleidoscope, le fait très bien. Mais il y a une façon de prendre ces œuvres comme ça, dans des dispositifs, dans le monde dans lequel elles s'inscrivent, de s'intéresser à leurs conditions de production, de ce que ça nous raconte, de ce que l'œuvre nous raconte en tant qu'objet culturel. Et pour mon cas, comme pour celui d'Arcani ou pour celui de Binge de Bolshevik, et puis même de la team Bolshevik au sens large, d'appliquer une grille de lecture matérialiste à ces œuvres et à leurs conditions de production, quoi. Et donc là, oui, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un énorme problème parce que on se retrouve avec des chaînes qui vont simplement s'intéresser à soi-disant le contenu d'une œuvre, à se borner, à nous décrire le scénario, les personnages, etc. Mais ça, on s'en fiche, c'est pas important, ça. C'est pas important. Ça nous dit pas grand-chose, en fait, sur cette œuvre. Parce que pour en revenir à ce que c'est la culture, moi j'imagine bien la culture comme il y a le monde réel et il y a une toile autour qui est tout ce que l'humain aurait pu créer et imaginer et qui serait la culture, et les deux mondes seraient liés. Je sais pas si tu saisis bien l'analogie, mais la métaphore. Non, mais je vois bien, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que que tu envisages seulement la culture sous un aspect fictionnel, par exemple? Non, tout ce qui est tout ce qui crée un imaginaire commun, c'est ce qui permet à l'humain d'appréhender le monde dans lequel il vit en même temps. Donc c'est quelque chose de très concret et en même temps d'abstrait. Si je vais cultiver un champ de poireaux, c'est de la culture ou c'est pas de la culture? Ah bah c'est de la culture de poireaux, mais ça dit pas grand-chose sur le monde. Enfin, ça a c'est trop concret pour être de la culture dans le sens culturel. D'accord. Je sais pas si tu vois. Ok. Ou alors je réponds Ah sérieusement bah à si, une... mais
Bah non, 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 mais en fait, je sais pas quelle définition tu mets dans culture, mais je peux un peu pré-shot ta question parce que je sais que tu vas me poser la question que j'ai moi-même posée à Binge de la scène bolchevique, à savoir, d'accord, vous êtes gentils les gars, mais c'est quoi la pop culture en fait? Et ça relie un petit peu ce que tu dis, en fait, la question, elle est très compliquée, si tu veux, sur la définition de la pop culture. C'est une question complexe pour laquelle il faut trouver un terrain d'exploration. Est-ce qu'on est sur une définition sociologique? Est-ce qu'on est sur une définition historique? Est-ce qu'on est sur une définition politique? Pourquoi pas? Ou alors est-ce qu'on s'en tient à une simple acceptation commune de ce que toi, de ce que moi, de ce que lui, de ce qu'elle entendons par pop culture ou culture quand on les utilise dans nos vies de tous les jours? Ça pose déjà question. Mais admettons que moi, personnellement, je dois travailler là-dessus publiquement. Bah, je prendrais, je sais pas moi, la pop culture sous l'angle de son émergence historique. Peut-être, je travaillerais sur l'émergence des mouvements pop, sur les dim novels de la fin du 19e, sur les pulp magazines, plus tard sur la pop musique, sur le pop art peut-être, sur le rapport par la suite aux médias de masse, ce genre de choses. Maintenant, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que je définis volontairement pas dans mon travail, précisément parce que, et si Noé Jacomet que tu as invité dans ton premier épisode l'entend, il va éclater son clavier, je crois qu'il y a une certaine efficace dans le fait de jouer avec le flou de la notion de pop culture. On voit tous et toutes à peu près ce qui en relève. Et en ça, c'est pas un signifiant complètement creux, mais on n'est pas totalement sûr d'où ça s'arrête. A fortiori que pop culture en 2024, c'est comme le terme geek, hein. Même François Fillon, il peut l'utiliser pour parler de ses goûts. En revanche, c'est pas parce que je fais pas l'effort de définir publiquement le terme que je l'utilise de manière interchangée avec culture de masse, qui est pas toujours la pop culture, avec culture geek, avec culture populaire, avec culture illégitime, avec contre-culture, avec sous-culture. La pop culture peut traverser un petit peu tout ça, mais elle peut ne pas le faire. Elle peut être une contre-culture, et puis elle peut devenir culture mainstream, de masse, ou ne pas l'être. Parce que tout ça, c'est infiniment complexe, mais c'est surtout très situé. C'est situé temporellement, c'est situé géographiquement. Un exemple qui est intéressant, que je cite assez souvent, c'est celui de la K-pop, qu'on aurait du mal à accuser de ne pas être de la pop culture. K-pop qu'on pourrait totalement définir comme une culture mainstream, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Quand on sait le poids de la musique américaine et plus récemment de la musique latino, je vais le dire volontairement, caricaturalement, pour provoquer quelque chose, même si j'en suis pas vraiment convaincu, mais il y a quelque chose de contre-culturel dans le fait d'écouter et de pousser la K-pop en France ou aux États-Unis aujourd'hui en 2024. Et ça l'est évidemment pas en Corée du Sud. Donc tout ça, c'est quand même infiniment complexe. C'est pour ça que les questions de définition de culture et de pop culture, bon, il y a des gens qui font ça très bien et dont c'est le travail. Et je pense qu'il faut se tourner vers eux. Maintenant, si on est sur un terrain de militance politique, je pense que ces questions sont un tout petit peu moins importantes. Mais peut-être que je me trompe. Noé, tu nous diras dans les commentaires. Il nous dira, je lui signalerai que ça parle de lui. J'ai laissé aux gens la possibilité de poser des questions. Yes. Et il y a un dénommé Tsubir qui est venu dans mes DM quelques jours avant qu'on enregistre. Et il demande aussi, pop culture et éducation peuvent souvent aller de pair. Quelles sont les synergies intéressantes que tu imagines possibles entre ces deux termes? Qu'est-ce que la pop culture pourrait apporter d'intéressant à l'éducation et inversement, que l'éducation pourrait apporter des choses intéressantes au monde de la pop culture? Ces questions, elles sont très dures, mais en fait, je dis ça, mais j'ai lu un bouquin là-dessus, mais il y a très longtemps, il y a plusieurs années, j'ai lu un bouquin là-dessus qui parlait précisément de l'infusion de la pop culture dans les classes, de l'utilisation de la pop culture, des référentiels pop culturels pour faire passer je sais pas, des concepts ou pour faciliter la rétention peut-être chez certains apprenants. J'avoue que c'est des questions qui m'intéressent, alors pour le coup, pas du tout, tout simplement parce que je pense que le problème de l'éducation et même plus précisément le problème de l'école publique en France ne se situe pas là, ne se situe pas sur la rétention ou non des savoirs tels qu'ils sont pensés aujourd'hui, tels qu'ils sont enseignés ou tels qu'on tente de les enseigner aujourd'hui. Je pense c'est pas ça. Donc je pense que ça, c'est une réponse technique dont on n'a pas besoin aujourd'hui, une réponse technique à un problème structurel. On se posera la question de l'injection de la pop culture dans la transmission des savoirs quand on aura réglé, quand on aura suffisamment lutté pour l'acquisition d'une école publique comme on voudrait qu'elle le soit et dans le modèle de société dont on voudrait. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a des artistes ou juste les travailleurs? Je crois que je te l'avais communiqué en avant, celle-là, c'est pas facile. Ouais, elle est pas facile. En même temps, en fait, je sais pas. En fait, c'est pas une question qui m'intéresse
tant que ça en soi, parce que ça dépend du champ dans lequel je vais discuter, avec qui, au sujet de quoi, de ce que je vais faire, de tel ou tel mot. Mais j'avoue qu'en fait, j'aime pas trop le terme d'artiste, comme je suis pas très amateur de celui d'auteur en général, ou celui d'autrice. En fait, quand j'entends ces termes, je me pose toujours la question de qui les utilise, quand ou pourquoi il les utilise. Est-ce qu'un artiste va se définir comme celui qui fait de l'art? Est-ce que c'est celui qui gagne sa vie en le faisant? Dans quel cas, ce serait une forme de rapport économique au monde? Mais de ce fait, en disant ça, on met de côté son rapport au travail, à la production, et surtout, ça a permis, et ça permet toujours de justifier tout un tas d'exploitations au bénéfice de la passion, de la création, etc. Et puis, l'artiste, c'est aussi celui ou celle à qui on a permis d'être artiste dans nos sociétés d'aujourd'hui. Déjà parce qu'il a souvent eu le capital financier et culturel pour pouvoir le faire suffisamment longtemps, pour pouvoir en vivre. En tout cas, en vivre suffisamment pour qu'on lui préfère un autre adjectif que celui d'artiste. Qu'on lui préfère pas un autre adjectif que celui d'artiste, mais ensuite parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'organisation sociale. Admettons que Hideo Kojima, le créateur de jeux vidéo, soit un artiste, ok. Quid des développeurs qui bossent avec lui, des game designers, tout ça? C'est des artistes eux aussi ou c'est pas des artistes? Donc tout ça, moi, ça me pose d'infinis problèmes, et je trouve qu'on s'éloigne de la question sociale qui m'apporte et des rapports de production, quoi. Donc des travailleurs et des travailleuses avant tout, et des artistes plus tard, si on a envie de mettre des étiquettes, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu te positionnes comment? Moi, en fait, je pense surtout que la notion d'artiste est utilisée comme est mal utilisée en fait, comme quelque chose qui élève l'humain. Genre, il est pas tout à fait, il est hors du champ social. C'est comme ça que l'emploi. C'est souvent l'idée de quelqu'un frappé par la grâce qui qui a du talent de naissance et qui de ce fait s'extirpe du champ social. Et je trouve que c'est une Ah, moi, notion un peu dangereuse. j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que ça extirpe du champ social. Je dirais pas s'extirpe du champ social, parce que ça pourrait laisser l'impression qu'il y a un mouvement volontaire de la part de l'artiste de se sortir du champ social. Mais par contre, le fait que l'artiste soit sorti du champ social et qu'on le considère plus justement précisément comme un travailleur ou comme une travailleuse, ça, ouais, je te reprendrai cette expression, probablement. Ouais. Ok. Bah, je te la laisse. Ouais, bah merci. Ah. Est-ce que tu as des problèmes de, comme on dit parmi les jeunes, de dooming à force de traiter des mauvaises nouvelles? Est-ce que ça te fait pas déprimer Absolument tout pas. ça? Non? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai zéro problème de dooming. Moi, je suis, pour bien comprendre le personnage, hein, parce que des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais des 20 heures, 30 heures de préparation pour Soft Power alors que la vie de famille et tout? Mais parce que moi, je suis un flippé du temps. Moi, je suis un flippé du temps qui passe. C'est un truc qui m'angoisse de fou, quoi. Et je suis bien conscient, alors c'est personnellement, mais pas que mon bonheur perso est dans le mouvement, constamment, dans la lutte, constamment. Donc là, je suis dans le 100%. Il faut penser l'ex-heureux à pousser un rocher en boucle et en boucle et en boucle, quoi. Et si en plus, ce rocher peut ne pas être détenu par une multinationale qui va se faire du bif quand je le pousse, c'est encore mieux. Donc moi, j'aime bien pousser le rocher. Et non, vraiment, en fait, je ne doome pas parce que je n'ai pas le temps de doomer. Et je trouve qu'on n'a pas le temps de doomer, en fait. Je trouve qu'il y a une forme de... c'est compliqué de dire ça, mais parce que je comprends que les gens dooment, évidemment. Mais je trouve qu'il y a une forme de luxe dans le fait de doomer. Je trouve qu'il y a une forme de luxe qu'on n'a pas. Je trouve qu'il y a une forme d'urgence dans le fait de ne pas doomer, de continuer d'avancer, de s'intégrer dans une lutte, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit. Donc, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de doomer. Et j'invite les gens à se sortir de ça, quoi. Ouais, mais bien sûr, mais évidemment, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, je pense qu'il faut faire des trucs, il faut créer, en fait. C'est vrai que créer, ça aide beaucoup. Quelle est ta position sur l'IA générative dont tu parles fréquemment dans tes soft power? J'adore. J'adore. Non, mais encore une fois, non, mais en fait,
c'est compliqué, c'est des questions compliquées parce qu'elles génèrent justement plein de choses. On peut parler du traitement médiatique, par exemple, des IA génératives, qui est absolument catastrophique, avec des questions inintéressantes au possible sur est-ce que dans 15 ans, ça va remplacer l'humanité entière, est-ce que dans 30 ans, il faudra s'intéresser aux droits des robots et tout. Ça, on s'en tape complètement. Les IA génératives, c'est maintenant. Elles sont déjà en train de prendre des places, d'être utilisées pour... comme une forme de réserve d'armée de réserve du capital. Et c'est ces questions-là, à mon avis, qu'il faut se poser. C'est-à-dire que l'IA générative en soi, en fait, c'est pas trop une question qui m'intéresse. C'est sûrement très très bien. C'est sûrement un très bel outil. Pour l'instant, il y a énormément de problèmes techniques. Quand je demande à ChatGPT de me faire un résumé de Alien, il me dit qu'il va faire beau aujourd'hui. Donc on n'est pas encore sur quelque chose de performant. Mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, la technique, elle sera incroyable. Et ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est toujours la même question. À qui appartiennent ces IA génératives ? Qui les utilise ? Sur quel copyright ça se fonde ? Sur quel droit d'auteur ? C'est quoi ces questions-là ? Qui possède ça ? Il va falloir payer qui ? Est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de constriction aussi du droit d'auteur, de l'exploitation, etc. Bah oui, moi je crois que oui. Et c'est dans cet angle-là, en fait, qu'il faut, à mon avis, penser la question de l'IA générative. Donc la question de l'IA générative en tant que telle, à mon avis, en tant qu'outil, je sais pas quoi, elle n'est pas très intéressante. Par contre, l'IA générative comme objet social, culturel, économique, oui, la question se pose sérieusement. Et ça, moi, j'ai de sérieux doutes, et je ne suis pas le seul, évidemment. J'ai de sérieux doutes à ce sujet-là. Et en ce sens, de la façon dont elle est utilisée aujourd'hui et de la prospective qu'on en fait sur les 5, 10, 15 prochaines années, oui, je pense qu'il faut absolument lutter et massivement lutter contre les IA génératives maintenant, mais pas seulement contre les IA génératives. Ce serait absurde de faire ça, mais contre les systèmes, comme contre le mode de production qui va permettre son utilisation dans tel ou tel domaine, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. En fait, Faut réguler, moi. ouais, mais la question de la régulation, elle est compliquée parce que, ok, on fait des instances de régulation. Aujourd'hui, il y a une énorme instance de régulation aux États-Unis, et dans cette instance de régulation, on retrouve la majorité des GAFAM. Ah oui. Aujourd'hui, la majorité des instances de régulation américaines sont composées de Google, de Meta, etc. Bon. D'accord. Et puis même réguler. Ok. Bon, bah, on a aussi régulé le marché du smartphone. C'est régulé, ça. Et puis, on a aussi régulé le marché de l'automobile. C'est régulé également. Bon, moi, je n'en veux pas de cette régulation. Je veux pas de ça. Je veux qu'on s'attaque directement au problème de l'exploitation, au problème du mode de production, qui fait que ces IA vont être utilisées de telle ou telle façon. Mais dans un monde qui serait pas ce mode de production-là, possiblement, les IA sont un truc absolument formidable. J'aime beaucoup la phrase de Mr. Fox dans une de ses vidéos, je sais plus lesquelles, qui dit c'est super, il y a 15-20 ans, on imaginait des robots qui allaient nous remplacer pour le labeur, pour le travail chiant qu'on fait, et on allait pouvoir donner tout notre temps à l'art, à pouvoir créer des choses. Et on se retrouve avec des intelligences artificielles en 2024 qui vont faire de l'art à notre place, et nous, on va être envoyés à aller faire du labeur et à aller faire des journées où on finit à 22h30 et on doit prendre le métro et être collé contre la paroi jusqu'à 23h. Bon, j'avoue que c'est pas tout à fait le monde qui m'enchante pour demain, quoi. Bah oui. Quand je dis on régule, c'est la première étape. Après, si on peut saisir les moyens de production et les nationaliser après, oui, je suis pas contre. Ah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, en attendant, il va falloir se battre pour les régulations. De toute façon, on ne peut pas attendre de changer le monde et ne rien faire, c'est absurde. Donc évidemment qu'il faut se battre pour des régulations. Et heureusement qu'il y a tout un tas d'artistes, de travailleurs et de travailleuses culturelles qui aujourd'hui se regroupent et travaillent sur ces questions-là et proposent petit à petit des contre-pouvoirs. Mais la machine est tellement énorme. On voit des choses tellement aberrantes. Mais évidemment, comme je fais soft power, j'ai l'impression de voir que ça. Mais on voit des news tellement folles au sujet de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles génératives, qu'on peut avoir l'impression que tout est perdu et commencer à doomer. Mais c'est justement là qu'il faut rentrer en mouvement, quoi. Ok. Dis-moi. Autre sujet, pourquoi l'expatriation et pourquoi le Japon, du coup? T'es pas obligé de répondre. Bah, si tu as 1 heure devant toi, je t'en parle, ouais. Pourquoi le Japon? Parce qu'il n'y a pas plus loin. Non, plus sérieusement, en fait,
comme tu l'imagines, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, qu'on me pose encore beaucoup sur place. Ouais. Mais en fait, ce que je constate, c'est que ma réponse à cette question, elle change au fil des années. Il y a une très bonne vidéo du youtubeur Dogen, c'est un Américain qui vit dans le sud du Japon, qui répond à cette question en dépeignant les très nombreuses raisons qui l'ont fait venir au Japon, et qui conclut finalement sa vidéo en proposant sa nouvelle réponse à cette question. Et il dit, finalement, je sais pas pourquoi je suis venu, mais je suis content d'être venu. Et je pense que je suis totalement là-dedans. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle, qui évoque pas mal de choses en moi. Évidemment, j'ai pas mal d'affect avec le Japon, par la musique japonaise, que j'écoutais énormément étant jeune et que j'écoute encore pas mal. Donc, bien sûr, ça a joué dans mon choix. Mais le truc, c'est que je voulais absolument mettre fin à comment dire ça, un plan de carrière qui s'était dessiné devant moi en France et qui me bouffait l'esprit. Un plan de carrière dont je voulais pas du tout, et ça a été une solution pour moi que de partir le plus loin possible et de reprendre à zéro. Mais est-ce que du coup tu as le temps pour des pratiques culturelles en général, que ce soit regarder des films avec ou sans Keanu Reeves, lire des livres, jouer à des jeux vidéo, écouter des albums, lire des BD? Alors la réponse, ça va plutôt être non, mais surtout que je viens d'être, enfin maintenant ça va faire bientôt un an, Oui. mais je suis papa d'un très jeune petit élu de la prophétie, donc forcément mon temps il est plus que réduit, et malheureusement Soft Power c'est incompressible, donc j'arrive pas à passer moins de temps sur chaque émission. Mais non, on va dire que globalement j'ai pas le temps pour des pratiques culturelles, j'ai plus le temps pour des pratiques culturelles. Maintenant j'ai beaucoup d'heures de métro pour aller taffer, c'est le Japon, et c'est Tokyo notamment. Et donc j'ai beaucoup d'heures de métro pour aller taffer, et ça me permet notamment de dépencher ma curiosité des sorties musique. Donc la musique, ça j'en écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de musique japonaise. Les films c'est très compliqué. Les séries c'est très compliqué quoi. Et les films encore c'est presque plus jouable. Par contre, je me retrouve, et ça peut scandaliser des gens, je sais pas pour ce que t'en penses, mais je me retrouve régulièrement à devoir mater des films et des séries sur smartphone en prenant le métro quoi. Bah oui, bah c'est mieux que pas du tout. Ouais, bah, je sais pas, parce qu'après, tu te retrouves à mater Dune sur ton smartphone et tu fais ah, je sais pas, c'est pas terrible. Je sais pas. Et également dans les questions d'utilisateurs, il y a l'Obscur, le fils de Bulle, qui demande si tu as déjà lu des BD qui sont passées sur sa chaîne, mais je doute qu'elles soient sorties au Japon en vrai. Alors, non, déjà, volontairement, dès que je vois une BD sur le fils de Bulle, je la raye de ma liste. Non, non, bah, non, alors, plutôt le contraire. La réalité, c'est que je note quasiment toutes les BD que conseille le fils de Bulle, je les mets dans un tableau Excel, et pour la raison que tu viens de donner, je les ai pas lues, tout simplement parce qu'elles sont très dures à trouver au Japon, et je peux faire de l'import, mais l'import au Japon, ça coûte 6 bras et demi, surtout actuellement parce que le yen est très 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 faible. Donc là, c'est vraiment, ça me coûte une douille. J'ai acheté 5 bouquins pour Soft Power. Là, j'ai acheté 2-3 trucs, racisme et jeux vidéo, tout ça, parce que je vais inviter les auteurs et les autrices à venir parler dans l'émission. Bon, bah ça, j'en ai eu pour... Bon, je vais même pas dire le prix, c'est délirant. Délirant, j'ai payé une somme délirante. Donc ces bandes dessinées là, je peux pas. Je pourrais faire un truc, et c'est vrai, je pourrais les pirater. Oui. C'est pas un truc dont je suis très fan, si j'ai la possibilité de ne pas le faire. Donc je le fais pas, mais je pourrais. C'est vrai que je pourrais. Je l'avais fait, mais en plus je crois qu'il avait pas conseillé celle-là. Si, il avait fait une vidéo sur les Schtroumpfs, et là j'avais joliment emprunté à long terme. Aussi parce que j'en avais besoin pour Soft Power, et que je voulais absolument lire la toute dernière bande dessinée des Schtroumpfs, qui était de... Je sais plus. Tu sais, c'est cette collection des Schtroumpfs qui est un peu à côté, qui permet à des auteurs, à des dessinateurs Ah et des oui, non, dessinatrices, enfin surtout des oui, il y a dessinateurs un nouvel album des Schtroumpfs par un autre auteur, oui. Ouais, c'est ça. Et ils permettent un peu ça. Comme la boîte qui gère les droits, comme les ayants droit des Schtroumpfs, c'est pas Moulin Sarr. Ils permettent que les gens Voilà. fassent des trucs avec les Schtroumpfs, donc ça va quoi. Donc j'avais fait ça. Sinon, non, mais par contre, les bandes dessinées, très, très sérieusement, premier degré, sont notées dans un fichier Excel, et avec plaisir, la prochaine fois que j'irai en France, je prendrai une ou deux BD. Après, les BD franco-belges, merci pour la taille aussi. Vraiment super. Pensez aux valises et tout. Quel plaisir, quoi. Donc on arrive sur la fin. Moi, j'ai plus beaucoup de questions. J'ai ma dernière question que je pose à tout le monde. Y a-t-il une autre personne que tu souhaiterais voir interrogée dans l'émission? Philippe, chez où tu te caches? Ah oui, bien.
Attends, parce qu'on peut un petit peu réfléchir. Il y a pas mal de gens en fait que je trouverais hyper intéressant d'inviter. Après, ça dépend. Est-ce que tu veux inviter des gens pour devenir très 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 populaire par la suite? Dans ce cas-là, déjà, faut pas m'inviter moi. Mais sinon, non, Philippe évidemment. Parce que c'est un mec infiniment intéressant. Enfin, Oui. c'est extrêmement riche et beaucoup de choses à apporter. Donc il faut absolument faire venir Philippe. Maintenant, je réfléchis à des gens. Je pense à tout un tas de vulgarisateurs. Mais en fait, il y a des gens qui sont vraiment intéressants, mais qui font plus rien aujourd'hui dans création sur Internet. Je pense à Dave de la chaîne Histoire Brève, qui est un gars passionnant, hyper sympa, hyper cool. Enfin, un plaisir à chaque fois. Maudit, évidemment, ce serait hyper intéressant. Je vois qui c'est. Déjà, pour un streamer, c'est déjà bien. Ouais, Maudit, c'est très bien, quoi. Il y a... Ok. Ah si, hyper intéressant. Et puis je pense qu'elle accepterait, c'est H. H, oui. Je vois qui c'est. Oui. Ouais. C'est parce qu'elle est youtubeuse Ouais, aussi. ça ce serait mortel. Ouais, elle fait tout un travail de repolitisation du game design. Elle fait des vidéos essais qui durent 48 heures. Et puis bon après, des fois elle fait des erreurs. Hein. Elle bâche Mass Effect, ce qui est un scandale absolu évidemment. Mais non, en vérité, elle fait un travail de dingue. Et ouais, ce serait hyper intéressant. Et en plus, elle est assez proche du syndicat de Solidaire Informatique, tout ça. Donc il y a pas mal de questions à lui poser. C'est super intéressant. Eh bien, merci Lex d'être passé. Merci à toi. Hein. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé et que les gens se sont pas Non. trop ennuyés non plus. Ah, les gens, je sais pas, mais moi, je me suis amusé. Enfin, je me suis amusé. Je trouve ça intéressant, c'est l'essentiel.